Bonjour Sébastien. Bonjour. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui en tant qu'expert Stratexio pour que tu puisses nous parler de la thématique, la gestion des risques de change. Donc pour commencer, parle-nous un peu de toi et de ta société de conseil financier Ambriva. Merci Dorian. Bonjour à tous. Donc moi, je suis le dirigeant de la société Ambriva, donc au sein du réseau d'experts sélectionnés par Stratexio sur tous les sujets liés donc au commerce international. Je suis le référent sur la gestion du poste devise, avec pour résultat une réduction significative des coûts de change, mais aussi un bien meilleur accompagnement sur la question des couvertures, du risque de change, qui permet une optimisation du chiffre d'affaires à l'export et du coût d'approvisionnement des marchandises importées. Donc, Ambriva est une des structures phares sur la gestion du poste de devise. Notre particularité, c'est notre indépendance vis-à-vis des banques et des néobanques. Et nous justifions toujours les gains réalisés pour notre client, quelle que soit la mission menée. Et c'est ce qui est novateur comme approche dans le secteur et dans la droite ligne des objectifs de Stratexio, pour lesquels ce sont les résultats obtenus pendant la participation au programme qui est crucial. Voilà, donc cette vidéo que nous sommes en train de faire est faite de conseils pragmatiques et opérationnels, et vous serez à même de diffuser à vos collaborateurs les bonnes pratiques de l'information et des savoir-faire, et je vais m'appuyer sur mes retours d'expérience, c'est-à-dire près de 500 audits en 15 ans, ce qui va vous permettre d'accélérer sur le sujet. Donc la majeure partie du temps, nos actes sont pour la plupart appropriés, tandis que nous naviguons au fil de nos existences dans l'entreprise, nous nous laissons guider par des impressions et des sensations et la confiance que nous avons dans nos convictions et nos préférences, intuitives et généralement justifiées. Mais pas toujours. Voilà. Donc nous sommes souvent sûrs de nous, alors que nous avons tort, et un observateur objectif sera mieux capable que nous de détecter nos erreurs. Donc voici donc mon objectif, c'est, j'espère, améliorer votre capacité à identifier et comprendre les erreurs de jugement et de choix chez les autres et en fin de compte chez vous-même, en proposant un langage bien plus riche et précis pour en discuter avec vos équipes et vos partenaires financiers. Super, merci Sébastien. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce rôle d'expert en gestion de risque de change qu'on appelle aussi trésorier de devises externalisé? Oui, bien sûr. Donc là, je vais mettre en plus grand la présentation qui est en face de vous. Voilà. Et donc, sur la question que tu me poses, avant toute chose, il faudrait que je fasse un overview de la présentation pour savoir à quoi on s'attend. Donc, il y a la première question auquel je vais répondre, c'est quel est le rôle d'un trésorier de devises externalisé? Pour qui? Ce qu'il fait? Qu'est-ce que cela fait gagner aux entreprises, surtout aux PME et ETI? Quel serait le conseil pour une entreprise qui fait de l'import ou de l'export? Donc, c'est d'estimer financièrement l'enjeu, comment le calculer, conscientiser la maturité de la société sur le sujet. Et il y aura un tips à appliquer tout de suite après donc, cette présentation dans votre entreprise. Donc, effectivement, quand tu poses le rôle du trésorier de devise externalisé, tel un DAF à temps partagé que vous pouvez avoir dans vos entreprises ou encore un manager de transition, le rôle du trésorier de devise, on peut l'aborder sur une question. Qu'est-ce qu'un expert en gestion des risques de change? Voilà. Donc, sa mission, c'est l'expert en gestion des risques de change, c'est de s'occuper des flux en devises de l'entreprise. Donc, il est ainsi mandaté par des entreprises, souvent des entreprises familiales qui font entre 5 et 75 millions d'euros de flux de devises étrangères, et donc plus en chiffre d'affaires évidemment. Et nous sommes là pour optimiser le chiffre d'affaires exporté pour celles qui partent à l'export et pour optimiser le coût des approvisionnements importés de marchandises hors zone euro. Donc, il faut bien comprendre qu'un expert en gestion des risques de change, qui est souvent un trésorier de devises dans les grandes sociétés, dans les grands comptes, qu'on oppose donc plutôt aux entreprises de taille intermédiaire, ETI et PME. Et celles-ci, malheureusement, contrairement à ces grands comptes, elles n'ont pas de trésorier de devises externalisé, ni les logiciels, ni les compétences en interne. Et donc, le trésorier de devises externalisé vient répondre à ce problème. Voilà, puisque autant les grands comptes ont les capacités, les moyens, autant ces entreprises de taille intermédiaire n'ont pas forcément donc, la lecture des enjeux et les compétences en interne. Et pour cela, le trésorier de devises externalisé est là pour ça. Donc, quelle différence entre un trésorier de devises, un trésorier spécialisé sur le change, un comptable et un DAF? Donc, il y a trois fonctions qui sont différentes. Donc, pour résumer, nous pourrons dire que le trésorier qui est spécialisé sur le change tient un rôle de stratégiste. Voilà. Alors que le comptable a plutôt une fonction technique d'historisation et le trésorier conseille le directeur financier. Donc, il a des qualités spécifiques. Il possède des solides connaissances en gestion, évidemment.
il manie correctement les concepts et les méthodologies financières d'une entreprise et l'économie. Il connaît aussi parfaitement le marché des changes, les usages du secteur et les produits de couverture. Et cette personne a une expérience en salle de marché, en audit et en consulting. Vous voyez très bien que c'est un profil vraiment différent de ce que vous pouvez avoir pour ce qui est lié des profils comptables ou encore les profils financiers. Bien évidemment, certains peuvent avoir cette appétence ou cette expertise développée. Mais en général, ils ne l'ont pas. D'où l'importance de faire la différence. Ok, merci Sébastien, on comprend bien cette différence, mais pourquoi est-il important pour nos entreprises de faire appel à un tel expert? Alors, donc vous voyez la distinction entre les types de profils qu'il peut y avoir. Et ce rôle d'expert a un rôle d'indépendance vis-à-vis des établissements financiers auxquels vous faites appel pour faire vos opérations de change et vos paiements internationaux. Donc, cette indépendance est très importante. Ensuite, il y a l'objectif de moyens sur le périmètre de la mission qui est confiée. Effectivement, quand il y a une mission qui est confiée, il y a un objectif à atteindre. Et donc, cela vous permet à vous, par cette indépendance et une lettre de mission, une prise de décision qui est adéquate, voilà, et une protection des intérêts du client. En plus de cela, ce rôle d'expert vous assure d'une connaissance technique approfondie sur le marché des changes, sur l'écosystème des acteurs qui peuvent intervenir pour faire vos opérations, sur les offres du marché et les pratiques du marché. Voilà, il n'est pas sans dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas être expert de tout. Il y a des experts pour des points précis. Et nous permettons au directeur financier, directeur général, au directeur comptable, d'avoir une vision à 360 degrés et de voir dans les angles morts. Et ensuite, c'est le gain de temps, évidemment, puisque une expertise est tout de suite mise à disposition. C'est la disponibilité et la proactivité, c'est que nous sommes disponibles en dehors des horaires d'une banque ou des horaires de salariés classiques. Voilà. Et une proactivité, donc nous allons vers vous pour vous donner des réponses qui vont répondre à vos questions. Et donc aussi, c'est surtout que nous avons simplement 30 clients par trésorier de devise, contrairement à un trader de salle de marché qui va avoir 1000 clients. Évidemment, comparé au temps qu'il a de disponible pour son travail, ça ne fait pas beaucoup de temps par client. Voilà, donc on a pris le parti pris d'avoir 30 clients et de pouvoir vraiment s'assurer de leur apporter la meilleure disponibilité et proactivité sur le sujet du change. Et évidemment, une obligation de pédagogie, c'est savoir se faire comprendre, rendre autonome le client le plus vite possible par l'acquisition de connaissances. L'important, c'est que vous soyez, vous, dans votre entreprise, dirigeant d'entreprise, vous soyez autonome sur le sujet le plus rapidement possible. Bien sûr, il faut y ait une courbe d'apprentissage, mais l'idéal, c'est que ensuite vous ayez les clés, le logiciel, les compétences en interne et que vous vous débrouillez tout seul. Ok, merci Sébastien. Pour revenir sur le risque de change, quels vont être les leviers à activer pour les entreprises pour gérer au mieux cette gestion des risques de change? Alors pour cela, il y a 4 leviers. Les 4 leviers, je vous les démontre, là je les montre ici, avec un impact financier de X ampleur. Donc, sur ces 4 leviers qui sont à utiliser pour la gestion de vos risques de change rentables, il y a une méthode qui va vous apporter une sécurité absolue, voilà, et qui est construite sur du bon sens. La première chose, c'est de savoir si les opérations de change que vous faites avec votre banque sont optimum, c'est-à-dire est-ce que vous avez des très bons taux de change par rapport à la banque de votre concurrent, voilà, que ce soit sur les opérations spot ou sur les opérations à terme ou d'autres produits de couverture, ainsi que sur les frais, voilà, et la façon de réaliser vos opérations. Voilà, est-ce que c'est sur une salle de marché, est-ce que c'est sur Internet, etc. Ensuite, quand vous avez fait cette première chose, en termes de fiabilité pour gérer un budget, c'est 20%, pas plus. D'accord? Donc ensuite, il y a la conviction de marché, c'est de s'intéresser au sujet du change et de se nourrir d'un certain nombre d'informations qui va permettre d'anticiper le marché. Donc là, encore une fois, au niveau de la fiabilité pour gérer un budget, on est tout juste sur la moyenne. Voilà, mais ce n'est pas suffisant encore comme levier pour pouvoir gérer votre budget. Voilà. Donc ensuite, vous avez une troisième étape, c'est de mettre en place des procédures de change, de gestion du risque de change, via des stratégies de couverture que vous allez mettre en place en ayant au préalable
sélectionner des produits de couverture. Donc là, vous montez un peu plus haut. Là, vous allez arriver à 60% d'impact positif sur vos résultats financiers. Et le quatrième, et non des moindres, voire même le plus important, par sa pondération, c'est 40% quand même de l'impact financier, c'est le pilotage avec des outils qui vous donnent de la donnée en temps réel avec les bons indicateurs. Voilà, ça s'appelle la démocratisation ou l'automatisation par des processus de pilotage de la gestion des risques de change. Ok, super, super, super. Il me semble que tu as des exemples, des business cases pour illustrer ces leviers qu'il faut absolument bien gérer pour avoir la meilleure gestion des risques de change. Oui, effectivement. Il y a vraiment des cas d'usage. Donc, j'ai pris le temps de vous préparer un certain nombre de cas d'usage, export et import, qui balayent les 4 leviers que je vous ai présentés précédemment. Donc, le cas d'usage, le premier, c'est le currency cost killing. C'est celui-là qui est juste ici. Là. C'est la première étape qui représente simplement 20% de l'efficacité pour gérer un budget. Mais les chiffres sont plutôt assez parlants. Donc, c'est une entreprise qui est exportatrice de produits alimentaires. Sur ce business case numéro 1, je vous parle d'une entreprise familiale française qui exporte des produits alimentaires en boîte aux États-Unis. Ils font à peu près 5 millions de dollars de chiffre d'affaires dans ce pays. Et tous les mois, la chef comptable doit prévoir de rapatrier ces dollars pour près de 400 000 dollars par mois. Et l'entreprise réalise un CA de 10 millions d'euros. C'est quand même significatif quand même. Ils sont sur d'autres marchés. Son activité est stable sur un marché concurrentiel. Les marges sont serrées et c'est encore plus complexe dans un contexte d'inflation. Donc, lui, ce qu'il m'a demandé, c'est d'optimiser le coût des opérations de change et les frais de sa banque. Et dans ce cas-là, voilà. Dans ce cas-là, il faut bien comprendre qu'une banque se rémunère sur les services immatériels qu'elle vous fournit. En vous vendant un service de change, elle a 2 sources de rémunération. La première que vous voyez ici avec les petits logos, ce sont les frais de change bancaire. C'est ce que vous voyez visualisé donc, sur les relevés de banque. C'est des frais qui sont visibles et vous pouvez comprendre que c'est la rémunération de la banque. Mais la banque, laquelle il y a des sous-segments. Là, vous êtes sur la banque de réseau. Et là, vous allez payer les frais de virement, les frais de réception, les frais de tenue de compte de devise, les frais administratifs, d'ouverture de compte ou encore de levée des couvertures de change à terme et des commissions sur les opérations de change. Bien évidemment, il ne faut pas se tromper sur cette partie-là, commission sur les opérations de change, c'est une commission sur le montant de votre opération. Ensuite, vous avez une autre commission qui est prélevée, mais que vous ne voyez pas, qui est plutôt insidieuse, qui sont les frais d'accès au marché, voilà, qui sont non visibles, et c'est une rémunération du service international de la banque. Ça, sans doute, ça doit vous parler. Et on parle, dans le jargon des salles de marché, du spread, du markup. Ça s'appelle la marge qui est appliquée sur le taux de change des opérations au comptant, au cours du jour, ou sur les produits de couverture. Et vous avez des frais appliqués sur d'autres situations donc particulières sur vos opérations de marché. Donc ça, vous le voyez, je vais vous donner plus de détails sur ça. Sur le résultat obtenu par ce client-là, il a obtenu 81%, allez, disons, 81% d'optimisation de ces conditions bancaires. Donc là, 80%, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on y va tout de suite. Voilà. Les 80%, c'est le ROI sur l'optimisation et la sécurisation du coût des opérations. Bon, c'est le titre qui est trop haut. Et donc, le résultat obtenu sur un an. Le coût total, le client déboursait 70 000 euros, 70 000 euros de commission cachée et non cachée, on va dire. En fait, et quand on dit caché, ce n'est pas vraiment caché. D'accord ? Il faut faire attention à ça. C'est les commissions de marché, donc elles ne sont pas forcément visibles. D'accord ? Nous, on les a rendues visibles et cette marge est appliquée de 68 000 euros. Ensuite, vous avez les frais de réception de ces dollars de l'entité américaine et les commissions qui sont appliquées dessus qui étaient de 2 000 euros. Voilà. Donc, entre ce qui est visible et ce qui n'est pas visible, vous voyez qu'il y a quand même une marge qui est conséquente. Donc, souvent, les entreprises se focalisent sur ça alors qu'il faudrait se focaliser sur le chiffre, sur le nombre à 5 chiffres. Et nous sommes arrivés à négocier donc des marges plus faibles et des frais de réception plus faibles, ce qui, a posteriori, nous a permis d'obtenir 13 000 euros simplement de commission prélevée au lieu des 70 000 initiales. Donc, l'économie sur un an, c'est 57 000 euros. 57 000 euros, ça fait réfléchir. Ça fait quand même, je ne sais pas comment ça compte, ça fait peut-être 2 fois ou 3 fois le SMIC avec les charges patronales. Donc, ça fait un peu réfléchir quand même.
Et, et donc, au niveau des moyens mis en œuvre, qu'est-ce qu'on a fait? On a contrôlé les frais bancaires qui étaient facturés par la banque. On a fait un contrôle systématique des taux de change réalisés par la banque. Et ensuite, on a mis en place, pour cette entreprise qui ne faisait pas de couverture de change, on a mis en place des lignes de terme. Et ensuite, évidemment, tout est une question de communication. On a amélioré la relation avec la banque pour éviter les coûts additionnels non prévus et pour continuer à avoir une bonne relation avec la banque, bien qu'on ait optimisé les coûts. D'ailleurs, ce qu'ils apprécient, ça les apprécie, les banques, c'est d'avoir des clients qui sont fidèles dans le temps et qui ne partent pas du jour au lendemain. Donc, ce type de processus participe à l'élévation en fait, de la connaissance de notre client, mais aussi à une meilleure relation ensuite avec le client, avec l'établissement financier. Ensuite, je vais vous parler aussi d'un autre sujet, parce qu'on parlait des exportateurs, mais souvent les exportateurs sont aussi importateurs, et surtout en France, particulièrement en France. Le business case numéro 2, c'est une start-up française qui fabrique et distribue des jeux vidéo en ligne. Chaque année, elle dépense pour 6 millions de dollars. Et bon, chaque année, 6 millions de dollars sont dépensés pour payer des acquisitions et des développements informatiques. Et tous les mois, le chef comptable doit prévoir d'acheter pour près de 500 000 dollars. L'entreprise réalise ainsi à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Son activité est en forte croissance, ça explose. Les marges sont malgré tout serrées et cette entreprise était en autofinancement. Elle doit quand même bootstrapper quand même pour financer sa croissance. Et donc là, et en plus de la dette bancaire. Et donc, son objectif, c'était aussi d'optimiser le coût des opérations de change, des frais de la néobanque, parce qu'il travaillait avec une néobanque et non pas avec une banque. Et ça, c'est important. Et pour dire que ce qu'on va constater là, ça fait réfléchir. Donc, c'est la même chose. Cette néobanque, qui est un établissement de paiement, donc se rémunère de la même façon qu'une banque, d'accord, avec deux sources de rémunération. Elle est à droite, son niveau de facturation est beaucoup plus simple. C'est des frais de virement et de réception et un abonnement low cost pour accéder à leur plateforme en ligne. Hyper simple, pas plus. Ensuite, en revanche, vous avez des frais d'accès au marché. La même chose, vous avez des marges qui sont appliquées sur le cours de change et ils justifient leur niveau de marge appliqué sur les taux de change par le temps passé à vous servir et la valeur que vous leur donnez, donc la valeur que vous donnez à leur service. Voilà. Nous sommes arrivés aussi à ce moment-là à 80% aussi d'optimisation. Le pur hasard. Voilà. Donc, au-delà de l'user expérience que peut vous apporter une néobanque, eh ben, vous avez les mêmes coûts qui sont associés. Là, c'est ce qu'on va voir là. C'est le résultat donc, obtenu sur 1 an avec cette entreprise. Le coût total de ces opérations de change était donc de 71 000 euros. Et je vous ai fait une dichotomie de ce qu'on a trouvé en termes de coûts. La marge sur les taux spot pour 5 millions de dollars, c'était 45 000 euros qui étaient prélevés. Voilà. La marge sur les couvertures de change sur 1 million d'euros, c'était 20 000 euros. Donc, c'est là où ils sont le plus de marge. Hein. Et les frais de virement, 50 par mois à 10 euros, ça faisait 6 000 euros. Nous sommes arrivés encore ici une fois à négocier, ou du moins l'entreprise a négocié donc des conditions meilleures, ce qui lui a coûté que 13 500 euros l'année suivante, ce qui lui fait une économie de 57 500 euros. Voilà. Donc, nous avons mis les mêmes types de moyens en face. Voilà. Pour des résultats quasiment presque identiques. Donc, pour une user expérience meilleure, ce que proposent les néobanques, vous avez la même zone, le même niveau de coût, et donc il faut faire très attention à l'artifice marketing. Voilà. Même si, évidemment, à toute valeur apportée par ces établissements financiers, il y a une facturation. Mais en même temps, il faut en avoir conscience. Et quand je vous dis ça, vous allez me dire, mais tu parles de quoi, Sébastien, des commissions prélevées sur le taux de change? Ben là, je vais vous l'expliquer très rapidement. Les taux de change sont différents d'une banque à une autre. Vous allez voir au même moment la BNP, la Caisse d'Épargne, la Société Générale. Vous allez avoir un taux à 1,1892 pour l'un, 1,1757 pour l'autre et un 16 pour l'autre. Et là, vous dites, ben, évidemment, moi, je vais prendre le taux de change commercial qui est appliqué par la meilleure des banques. Après, il faut avoir la capacité d'accéder aux 3 salles de marché de ces 3 banques. On appelle ça le taux de change commercial. Et vous, évidemment, vous allez regarder sur Internet, par exemple, un site d'information comme Boursorama, vous allez voir le cours acheté qui est de 1,1780 sur Internet et
vous allez regarder, vous allez passer par votre banque, et là, vous avez donc une cotation qui est de 1,1680 pour le même euro dépensé. Hein. Et donc, cette différence que vous voyez là, ça s'appelle le spread, la fourchette, le markup, la marge, eh ben, c'est la commission prise par la banque sur les opérations de marché, ce qui n'est pas facturé hein, par vous, mais indirectement sur la valeur en euros qui vous est débitée sur votre compte. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire vous-même. Après, c'est important de connaître, de savoir quel est le taux d'actualisation de cette page hein, qui vous donne des taux pour avoir un montant précis de marge de commission prélevée. Voilà. Et après, c'est en live, vous ne pouvez pas le faire en historique. Ensuite, vous allez me dire, mais c'est ça, c'est facile. Vous dites, je sais le faire. Mais vous pouvez le faire aussi sur les opérations de marché à terme. Et sur les opérations de marché à terme, comme je vous ai montré sur l'exemple, c'est là où ils prennent le plus d'argent. Et pourquoi? Pourtant, vous me dites, mais je fais attention. Mais il faut bien comprendre que lorsque vous avez un cours qui vous est donné par la banque, un 17,70, vous le comparez au cours que vous voyez sur Internet, sur un site d'information en temps réel, eh bien, eux, lorsqu'ils vont acheter un contrat à terme pour vous, eh bien, le coût réel pour eux d'achat est de 19,80. Et donc, la marge, en fait, est beaucoup plus importante que ce que vous pouvez l'imaginer. Et c'est pour ça que nous allons trouver 20 000 euros de commission prélevée, alors que vous pensiez imaginer avoir bien calculé et que ça faisait peut-être que 300 euros. Donc, il y a une très, très grosse différence. D'accord? Hop. Voilà. Donc, ça, c'était pour la partie donc, optimisation des coûts. Donc, je voulais vraiment vous mettre de la lumière sur ça pour que vous puissiez discuter avec les banques ou qu'un collaborateur chez vous puisse prendre le dossier de façon la plus simple possible en évitant les pièges dans la méthodologie. Alors là, tu vas nous parler un peu d'optimisation de la trésorerie, Sébastien, c'est ça? Oui, l'optimisation de la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Okay. C'est le nerf de la guerre parce que sans être obligé de négocier des meilleures exécutions de vos opérations de change ou les frais bancaires auprès de votre banque, bah, c'est peut-être là où il faut prendre le plus d'attention. D'accord? Mais quand on veut être dans la rapidité d'exécution de la prise en main de ce sujet, souvent on commence par l'optimisation des coûts. Ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais après, il y a une seconde étape qu'il ne faut pas oublier, c'est la gestion de la trésorerie. La gestion de la trésorerie associée donc à des paiements en devises ou à des réceptions de devises. Et la question qui se pose pour être dans l'action, c'est comment font les PME françaises face au risque de change? Eh bien, il y a un audit qui a été fait par un cabinet de conseil réputé qui explique que 66% des entreprises qui font du commerce international hors zone euro considèrent être confrontées à un risque de change, mais parmi celles-ci, écoutez-moi bien, seule la moitié dispose de procédures adaptées. Pas de procédure. Et en plus, celles-ci mettent en place des couvertures de change, en pensant bien faire, ce qui est bien d'ailleurs, mais 50% d'entre elles déclarent ne pas avoir de stratégie bien définie. Autant dire que les personnes qui s'occupent de ce sujet, ces personnes qui s'occupent de ce sujet-là, cette catégorie-là bien précise, eh bien, elles s'occupent d'acheter des devises que lorsqu'elles elles ont besoin d'aller faire des paiements ou parce qu'elles y pensent à un moment donné. Donc, ça donne à réflexion sur qui doit s'en occuper dans l'entreprise. Et 68% de ces entreprises font naturellement confiance à leur banque, ce qui est totalement normal. Il y a de très bons experts dans les banques et il faut les avoir comme partenaires. J'en suis convaincu. Mais il faut avoir du conseil, il faut remettre les choses là où elles doivent être. Voilà. Donc, vous avez des banquiers, voilà, qui sont là pour vendre leurs produits, vous apporter les informations sur leurs produits, mais elles ne vont pas vous parler des autres produits qui peuvent être beaucoup plus compétitifs que ceux qu'ils proposent dans leur banque. Voilà. Et ça dépend de votre interlocuteur que vous avez. Tous ne sont pas du même niveau. Vous me l'accorderez. Donc, quand je vous parle de comment on fait pour gérer les risques de change aujourd'hui en France, eh ben, ça me permet de passer sur un business case qui va vous montrer
les impacts négatifs que peut avoir un pilotage de sa sortie de trésorerie ou des rapatriements de trésorerie qui est non piloté. Donc là, pour le cas d'un importateur de produits, cette entreprise qui est encore une entreprise familiale, très souvent, j'ai beaucoup de clients qui sont des entreprises familiales, voilà, qui fabriquent là du mobilier pour la maison. Chaque année, elles dépensent approximativement 25 millions de dollars pour payer des importations venant de Chine, d'Inde et d'Indonésie. Là, d'ailleurs, on pourrait parler aussi de l'impact intéressant qu'il pourrait y avoir de pays en roupie indienne ou en roupie indonésienne. Ça, c'est un autre sujet. Vous pouvez m'appeler pour ça, on pourra faire une autre interview. Ensuite, tous les mois, ce responsable financier doit payer pour près de 2 millions de dollars et l'entreprise réalise un CA de 50 millions d'euros. Son activité est en forte croissance sur un marché concurrentiel, ses produits séduisent, mais les marges sont serrées. J'ai l'impression que toutes les marges sont serrées. Pour tous les clients, les marges sont serrées. Voilà. Et donc, c'est vrai que le taux de change est une variable d'ajustement pour aller chercher de la marge complémentaire. C'est ce que je remarque souvent. Et donc, l'objectif, mais malheureusement, ce n'est pas forcément fait de façon la plus judicieuse possible. Donc, beaucoup se mettent la rate au courbouillon. Et donc, l'objectif pour cette entreprise, c'était de sécuriser le coût d'achat des marchandises au budget d'exploitation. Donc là, vous allez voir un tableau assez clair qui permet donc des actions assez rapides, mais qui vous permet, grâce à ces KPIs, de voir les résultats qu'a fait cette entreprise. Souvent, on le fait sur un fichier Excel, mais là, vous avez, c'est un extrait d'une copie écran de l'espace client Isolis, qui est un outil de gestion de risque de change des PME qui importent ou qui exportent. Donc là, nous voyons que cette entreprise a un budget de 25 millions de dollars. Son court budget, c'était le court budget qui était budgété à son budget en début d'année pour piloter sur le coût de ses importations. Et elle a réalisé un coût moyen actualisé de 1,2043. Le cours du jour à ce jour est de 0,9796 et la moyenne depuis le début de l'année est de 1,0570. La moyenne du marché du taux de change de l'euro-dollar est de 1,0579. Donc là, aujourd'hui, en 2022, pour cette entreprise, puisque ce sont les résultats de 2022, voilà, on le voit ici, on voit que les résultats sont plutôt pas mal. On va voir que le change ne va pas avoir d'impact négatif pour lui, pour le budget de ce directeur financier. Et là, on va voir les impacts financiers que ce pilotage a eu pour cette entreprise. Les résultats obtenus pour un budget de 25 millions de dollars, le montant au budget était de 1,19, ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui faisait 21 millions d'euros. Le montant dépensé à 1,2043, c'est avec toutes les opérations au comptant et les opérations de couverture de change à terme qu'il a utilisées pour couvrir le taux d'un budget dans le futur, eh ben ça fait 1,2043 qui correspond à 20 750 000 euros. C'est un gain budgétaire de 250 000 euros. Un gain budgétaire. Mais le montant, sans avoir anticipé le renforcement du dollar, prévu en moyenne envisagée à fin 2022, 1,03. La moyenne sur 2022, 1,03 à la fin de l'année. Ce qui ferait 24,25 millions d'euros. Le gain de trésorerie, en ayant mis en place des procédures, en ayant adopté une stratégie adaptative à la situation de marché, cela lui a permis de faire un gain de trésorerie de 3 300 000 euros. On ne parle plus, là, avec ces chiffres-là, nous ne parlons plus d'optimisation des taux de change d'une banque à une autre. Vous voyez, ça, c'est epsilon par rapport à ce que vous pouvez faire en termes de gain de trésorerie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour cette entreprise? Eh bien, elle n'avait pas assez de lignes de change à terme. Nous sommes allés chercher des lignes de change complémentaires pour couvrir la totalité de ses besoins d'importation, donc de 25 millions. Et donc, c'est très bien même d'ailleurs d'avoir plusieurs établissements financiers, parce que ça réduit les risques pour ces établissements financiers. Et ensuite, en cas de défaillance de l'un, vous pouvez aller chez l'autre. C'est plutôt bien. Et vous pouvez mettre en concurrence aussi. Ensuite, il y avait une planification du coût des importations avec un best et un worst case. Je vous parlerai plus tard de cette question-là, qui est en fait le montant budget qu'on a prévu, le meilleur et le moins bon sur l'exercice qui court. Et ensuite, on a mis en place une politique de change avec les bons produits de couverture, les bons taux budget à définir au budget, la bonne stratégie de change qui a été adaptée au fur et à mesure des situations
très critique que nous avons pu avoir post-Covid. Voilà. Encore du comment, vous allez me dire, mais c'est bien ces chiffres-là, mais comment je peux faire? Voilà, parce que moi, aujourd'hui, je fais ainsi, constat, mais moi, je voudrais bien avoir ça, parce que je voudrais bien avoir ce type de résultats, mais je n'ai pas l'organisation nécessaire pour le faire. Effectivement, il faut une organisation, il faut une personne qui puisse porter ce sujet-là en interne. Ça peut être vous, d'ailleurs, ou ça peut être une autre personne. Mais en tout cas, il y a une chose qui est totalement externalisée. Voilà. Mais ce qui est important au premier des chefs, c'est d'établir un taux budget cible du nouvel exercice. Et bien sûr, il faut prendre en compte le taux intérieur et ses convictions de marché, voilà, et établir un taux de tolérance ultime sur lequel vous ne voulez pas descendre. Ça, c'est la direction financière, la direction générale et toutes les parties prenantes qui s'occupent de ça. Ensuite, vous allez projeter un plan d'activité, c'est-à-dire quel est le cycle de paiement ou de règlement que je vais recevoir ou que je vais émettre. Ensuite, vous allez approuver une stratégie de couverture et les causes à maîtriser. Alors, les causes, on pourrait y venir aussi à un autre, c'est très, très intéressant, mais on le verra une autre fois. Ça, c'est quelque chose qui se voit avec la direction financière, direction générale et la partie prenante. Vient ensuite, pour l'exécution des opérations de change, la comptabilité. Ensuite, il faut enregistrer et mettre à jour la position de change. Ça, c'est la comptabilité aussi et la partie prenante. Et ensuite, vous avez le contrôle et le respect de la politique de change qui a été définie en amont et la mettre à jour, parce qu'il faut aussi l'adapter pour qu'elle corresponde aux besoins de l'entreprise à un moment donné, comme la stratégie. Et ensuite, l'entreprise, elle vit, elle peut avoir des projections qui sont différentes, et là, il faut mettre à jour ce plan d'activité et repartir sur les étapes suivantes. C'est un cercle vertueux. Ça, c'est comment organiser sa politique de gestion du risque de change. Et bien sûr, il faut être réaliste quant à sa capacité à la mener seule. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez la mener avec les meilleurs experts à vos côtés. Ça peut être Ambriva, ça peut être d'autres établissements financiers, évidemment. Et que faire pour gérer votre risque de change? Il n'y a pas de miracle, mais il y a une méthode. Une méthode simple, c'est apprendre cette méthode. Il n'y en a pas d'autre. Donc, il faut connaître le périmètre du risque en estimant l'ampleur du risque et le niveau de tolérance que votre entreprise peut avoir par rapport à la volatilité du taux de change. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez normalement de votre côté. Et nous, on peut vous émettre des recommandations par rapport à l'objectif que vous voulez vous fixer. Est-ce qu'il est réaliste? Ensuite, au niveau de vos flux de trésorerie, il faut analyser les conséquences de chaque risque de change par un focus sur l'anticipation des flux de trésorerie. Donc là, il faut aussi donc un leader sur ce sujet-là pour actualiser les données et anticiper et pas s'y prendre à la dernière minute pour prendre une décision ou se réveiller donc trop tard. Ensuite, vous avez les instruments de couverture, le point numéro 4, où là, vous allez choisir un mix produit qui est adapté en fonction des spécificités de vos entreprises, de la maturité de vos entreprises à gérer ces sujets-là et des circonstances de marché. On n'utilise pas les mêmes instruments de couverture sur l'année N et l'année N+1. Ça, c'est pas normal. D'accord? Ensuite, mais pour certains, ça peut être une normalité et ça peut fonctionner aussi. Ensuite, c'est au niveau de la stratégie. Vous devez donc réduire la volatilité du compte de résultat et les flux futurs en supportant la dynamique commerciale de l'entreprise. Ça veut dire tout simplement que ça parle de soi-même. C'est que le change peut devenir, c'est une stratégie à adopter, mais qui a des impacts positifs au niveau financier, au niveau des marges, mais ça peut être aussi positif pour votre entreprise. Voilà, le cercle vertueux, vous avez généré beaucoup plus de marge, vous pouvez faire aussi beaucoup plus de promotion marketing. C'est un exemple comme tout de ou réaliser des incentives pour les commerciaux, leur offrir des voitures pour qu'ils se déplacent plus vite et pour qu'ils puissent signer plus de contrats et qu'ils vivent aussi une meilleure expérience au sein de votre entreprise. Voilà, dans leur cheminement vers l'excellence. Et ensuite, vous avez donc la transversalité de l'expertise. L'important, ce n'est pas que ce soit dans un petit coin dans votre entreprise, mais c'est que tout le monde comprenne ce sujet-là. Voilà. Et pour ça, vous pouvez disposer de logiciels comme Easelys, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, le nom du logiciel dont je vous ai parlé tout à l'heure, YSEULIS, pour soutenir l'exécution à l'aide de variables connues et maîtrisées par l'entreprise que vous allez mettre dans ce logiciel et qui va être connecté directement au flux des taux de change du marché
et avec votre propre intelligence et celui d'un expert à vos côtés pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et donc là, tout ça vraiment lié à votre processus dynamique de votre cycle d'exploitation. Et ça, c'est unique à votre entreprise. Super, Sébastien. Et effectivement, on se rend compte que les gains peuvent être énormes et je suis sûr que les chefs d'entreprise qui vont regarder cette vidéo vont se reconnaître dans tes exemples. Donc, ouais, pour finir pour finir cette vidéo, peut-être donne-nous quelques tips à mettre directement en place dans les entreprises. Dans les entreprises. Alors, le premier tips, le tips avec lequel vous allez partir et à mettre dans votre sac à dos, là, tout de suite, là, eh ben, c'est Isolis. Cet outil-là, qui est en mode SaaS sur Internet, qui vous permet donc de copiloter donc votre gestion des risques de change et vos paiements, eh ben, il vous permet de visualiser votre exposition au risque de change avec des tableaux de bord métiers pour sécuriser vos flux de trésorerie futurs. Donc ça, c'est vraiment assez agréable. Bon, après, vous pouvez aussi utiliser un fichier Excel, mais là, cet outil est plutôt assez complémentaire. Vous pouvez agréger tous les contrats de couverture de l'ensemble de vos banques dans cet outil-là, comme vous avez des agrégateurs de comptes bancaires. Donc ça, c'est inédit. Ils font ça, c'est les premiers à faire ça. Ils vont sans doute être suivis. Vous allez pouvoir aussi, avec cet outil, contrôler vos opérations de marché pour réaliser des économies instantanément. Donc, par vous-même, en toute autonomie. Vous pouvez aussi déléguer vos tâches chronophages à votre assistant de gestion digitale grâce à l'intelligence artificielle qui tourne à l'intérieur pour vous informer tout seul par rapport aux indicateurs que vous suivez. Et vous allez pouvoir aussi accélérer vos opérations de paiement à l'international. Donc, vous pouvez lier via les API donc des plateformes de paiement pour pouvoir faire vos paiements directement avec des taux de change en temps réel ou capitaliser sur votre relation bancaire en vous connectant directement aux API de banque, comme celle de la Société Générale, par exemple. Et ensuite, vous pouvez aussi disposer d'un professional services autour du logiciel pour aller vous donner de la valeur, aller chercher de la performance dans la gestion des risques de change. Et donc là, le tips, il est simple. Hein, je clique sur le petit bouton calculateur de frais de change bancaire. Et est-ce que vous voyez la nouvelle page? Non. Non, c'est normal. Donc, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et est-ce que vous voyez la page? Tout bon. Tout bon. Voilà. Donc, cet outil-là, c'est un simulateur qui est réalisé par, je ne vous le cacherai pas, la société Ambriva, c'est la mienne, qui a monté cet outil-là à partir du besoin client, de l'expérience des PME, monté avec des PME, notamment beaucoup de PME familiales qui nous ont aidés, et aussi un grand compte aussi, Orange notamment, qui nous a aussi accompagnés sur ce sujet-là. Et donc, sur cet outil gratuit, vraiment, hein, totalement gratuit, vous allez pouvoir calculer les frais cachés par votre banque. J'aime pas dire frais cachés, mais c'est ce qui a été mis par le webmaster, mais calculer les frais qui sont prélevés sur par la banque pour réaliser vos paiements internationaux. Donc là, vous pouvez faire une simulation sur une opération simple. Vous avez un avis d'opération de change où il est marqué l'heure, le taux de change, le montant, la contre-valeur en euros et la date d'exécution de l'opération. Et vous pouvez trouver donc le coût de ces opérations. Donc, soit c'est sur une opération, ou soit sur une simulation hop, annuelle. Et donc là, dans ce cas-là, je fais par exemple une opération de 1 million de dollars, par exemple. Hop, c'est peut-être un peu beaucoup, non? On va laisser comme ça. Et là, on va mettre un taux de change ici, allez, disons 0,95. Voilà, c'est à titre d'exemple, évidemment. Je vais mettre sur ces estimations uniques. Voilà. Je mets les frais bancaires. Je dis que la banque me prend 150 € pour faire l'opération de change. Et ensuite, le frais de virement pour envoyer ce montant est de 50 €. Voilà. La date de l'exécution, on va dire qu'elle a été faite allez, le 7 pour un côté parfait des choses. Et je clique sur calculer vos économies. Tac, je mets Sébastien, je valide. Paf. Et là, je vois le coût prélevé dans cette opération de change. Vous voyez? Donc, on voit ici que pour 1 million de dollars, avec un taux à 0,95 le 7 octobre, nous voyons que l'établissement financier, qui peut être aussi de la néobanque, d'accord, il n'y a pas de parti pris, a pris donc 33 666 €. Donc, il y a une économie importante au regard donc, du montant donc, qui est acheté. Évidemment, l'idéal, c'est de descendre ici
Voilà, la banque, l'établissement financier peut prendre évidemment des commissions d'intermédiation, mais il faut que ça reste dans l'état de l'art, que ce soit raisonnable. Voilà. Ouais, et souvent, c'est en communiquant avec le banquier, lui expliquant comment vous fonctionnez, quel est votre niveau de connaissance, ce que vous recherchez, ce que vous voulez, que les choses peuvent se déboucler. Et donc là, évidemment, il y a cet outil qui vous explique que le conseil d'expert digital, que la situation actuelle coûte trop cher à l'entreprise. La priorité est d'obtenir de meilleurs taux de change. Vous pouvez nous contacter par téléphone, blabla. Nous vous aiderons à comprendre comment réaliser des économies ou comment utiliser l'outil de pilotage Isolis créé spécialement pour vous afin de réaliser votre diagnostic en ligne approfondi. Super. Merci beaucoup, Sébastien, pour ton éclairage et tes nombreux conseils. Et j'invite vraiment les dirigeants qui aujourd'hui n'ont pas de stratégie précise de gestion de risque de change à te contacter directement pour se faire accompagner. Car tout simplement, on se rend compte que les économies peuvent être considérables pour leurs entreprises. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à te remercier une nouvelle fois et à clôturer cette vidéo et te dire encore merci pour tous tes conseils. Bah, bien sûr, après, vous pouvez retrouver un certain nombre de nos articles dans la presse, sur Les Échos, sur DAF Magazine, sur CNBC, puisque j'interviens sur un certain nombre de supports médias. Nous sommes aussi membres d'organisations de référence, accompagnés par BPI France. Nous sommes aussi organismes de formation et aussi donc présents auprès de l'OSCI et de chez Stratexio et de la DFCG et d'autres fonctions de la finance, comme l'Association française de trésorerie d'entreprise. Et vous pouvez me contacter, si vous le souhaitez, à mes coordonnées ou me rencontrer rue de Courcelles dans nos locaux. Super, merci beaucoup Sébastien et à très bientôt. Merci, à bientôt à tous. Au revoir.